Hop, je ferme la salle d'attente. C'est tout bon. Eh ben, parfait. Bonjour à tous. Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour le webinaire sur la certification périodique démêler le vrai du faux. Donc moi, je suis le docteur Noémie de Paris. Je suis médecin généraliste et je suis coordinatrice pédagogique chez Médéré. Et ce soir, je suis accompagnée de Joseph qui sera là pour vous aider si vous avez des difficultés techniques, voilà, ou des questions. N'hésitez pas à le solliciter via le chat qui pourra vous répondre et vous aider pour bien suivre ce webinaire. On a souvent la question, donc j'y réponds tout de suite. Il y aura un replay qui sera disponible pour ce webinaire. Donc, normalement, le webinaire, c'est 1 heure. On aura fini d'ici 1 heure, mais voilà, si jamais certains devaient s'absenter, il y aura un replay qui vous sera envoyé dans les suites du webinaire. Pour commencer, le temps que toutes les personnes enfin, se connectent tranquillement, je vais vous présenter Médéré. Donc, Médéré, c'est un organisme de formation continue. On existe depuis 2019 et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé pour avoir de la formation continue qui réponde à vos besoins. Donc, comme je vous dis, moi, je suis moi-même médecin généraliste, donc j'ai mon activité au cabinet et la formation à côté. Donc, c'est vraiment l'objectif que ça réponde aux besoins, aux attentes, que ça s'adapte aussi à nos contraintes. Et donc, c'est l'objectif avec des soirées de webinaires, de classes virtuelles. On propose aussi des formations en présentiel pour ceux qui préfèrent le contact humain direct. Et puis des formations en e-learning parce que parfois, c'est aussi pratique de pouvoir faire ça à notre rythme, entre deux. Donc voilà, il y a vraiment tous les formats en fonction de ce que vous préférez et de ce qui est le plus pratique pour vous au moment là. Et puis on a vraiment plein de thématiques disponibles, donc je vous invite à aller regarder sur notre site internet. Il a été refait l'année dernière, il est tout beau et voilà, on essaye vraiment de pouvoir faire des propositions sur plein de thématiques diversifiées pour qu'elles puissent répondre à vos attentes. Et on est aussi très à l'écoute de vos retours, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours s'il y a des sujets qui vous intéressent ou vers lesquels vous souhaiteriez vous former. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait des petits noms connus, donc merci, merci pour ceux qui suivent les avancées de Médéré, les actualités de Médéré et qui nous suivent. Et puis bienvenue à ceux qui nous découvrent ce soir, parce que c'est aussi l'objectif. C'est de comprendre un peu mieux le monde de la formation et que ça puisse vous accompagner dans votre quotidien, déjà bien chargé, j'en conviens. Mais voilà, de pouvoir être à vos côtés. Donc ce soir, on parle de certification périodique et c'est vrai que souvent ça reste un peu flou pour le moment la certification périodique, alors même que les textes ont été votés depuis, enfin, pour que ce soit en place, enfin, pour que de façon réglementaire, la certification périodique a commencé le 1er juillet 2023. Donc depuis le 1er janvier 2023, on va le revoir, mais tous les professionnels de santé à ordre sont soumis à la certification périodique. Mais c'est un peu la question, c'est est-ce que vous savez où est-ce que vous en êtes de votre certification périodique? Comment le savoir? Quoi faire? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir avec ce webinaire d'1 heure. Donc, je vais vous proposer j'ai fait un petit sondage pour que ce soit un peu interactif. Donc, j'ai des petites phrases et puis on va voir ensemble si vous pensez que c'est vrai ou faux. Donc, le premier petit sondage. Hop, je vous le lance. Normalement, il va s'afficher. La question, c'est, enfin, la question, pas une question, mais c'est l'affirmation donnée, c'est est-ce que les obligations sont identiques pour toutes les professions et spécialités? Donc à chaque fois, la réponse c'est vrai ou faux. Donc enfin, voilà, l'objectif de ce soir, c'est pas d'avoir tout juste 100%. Donc mettez ce qui vous semble euh, la meilleure réponse selon vous. On voit que c'est à peu près à égalité, à peu près 50-50 presque. Eh ben, c'est effectivement faux. La majorité avait répondu vrai quand même, mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, pour chaque spécialité, chaque profession et chaque spécialité, il y a un référentiel qui a été publié fin février 2026. C'était une chose vraiment importante qu'on attendait pour la mise en place de la certification périodique. Ce référentiel, il fait 1468 pages. Donc voilà, on a essayé de vous le décortiquer chez Médéré pour que ça puisse être lisible pour vous et pour que vous puissiez comprendre pour vous, en fonction de votre profession, de votre spécialité, qu'est-ce qui rentre pour vous dans la certification périodique. On va en reparler aussi ce soir, mais déjà là, c'est évoqué. En fait, la certification périodique, il y a 4 blocs. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 blocs? C'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Donc, je vous le disais, la certification périodique, elle est, enfin, ils sont soumis les 7 professions à ordre. Donc, la certification périodique sont concernés les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les podologues, et j'ai oublié parce qu'il était caché par mon écran, mais et les kinés. Donc voilà, ça, ce sont les 7 professions qui ont des ordres et donc auquel s'applique la certification périodique qui, comme je vous le disais, est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Je vous propose un deuxième petit sondage. Hop, je vais lancer le sondage et l'affirmation, c'est: je suis remplaçant ou bientôt retraité, je dois aussi valider la certification périodique. Selon vous, est-ce que si on est remplaçant ou alors presque retraité, on doit faire la certification périodique ou non, pas vraiment? Alors là, c'est beaucoup plus unanime. Vous avez répondu à 96% vrai. Donc, vous pensez tous que c'est vrai et c'est effectivement vrai. Euh, Puisqu'en fait, la certification périodique, elle concerne tout professionnel qui est inscrit à l'ordre et qui exerce même ponctuellement. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on fait notre première inscription à l'ordre dont on dépend, et bien, on est soumis à la certification périodique et ça jusqu'à la fin de notre exercice, jusqu'à la cessation effective de notre activité auprès de l'ordre. Donc, il y a une petite nuance là pour la mise en place de cette certification périodique. En fait, ce qui est écrit dans les textes, c'est que la certification périodique, ce sera des cycles de 6 ans. Donc, en fait, tous les 6 ans, on devra, enfin, l'ordre évaluera si on a bien rempli nos obligations de certification périodique. Et donc, toute personne qui a été inscrite à l'ordre depuis le 1er janvier 2023 a fait démarrer ces 6 ans-là. Et comme j'imagine qu'ils se doutaient bien que ça serait un petit peu long à mettre en place, ils ont fait une exception pour les professionnels qui étaient déjà inscrits à l'ordre avant le 1er janvier 2023. Et donc pour les personnes qui étaient déjà inscrites auparavant, avant 2023, par exception, le premier cycle est de 9 ans. Donc souvent, encore à l'heure actuelle, on est beaucoup à être déjà inscrit au 1er janvier 2023 et donc à être par exception pour 9 ans. Mais vous voyez que sur ces 9 ans, déjà 3 se sont écoulés et on ne sait toujours pas exactement comment se passe la certification périodique. Donc voilà, on a déjà plus que 6 ans dans ces 9 ans pour ceux qui étaient déjà installés avant janvier 2023. Mais par contre, ça veut dire que pour toute nouvelle, enfin, tout nouveau professionnel inscrit depuis le 1er janvier 2023, bah, ces 6 ans courent déjà. Et donc, bah, potentiellement, quelqu'un qui se serait inscrit en 2023, il a plus que 3 ans pour faire, pour valider sa certification périodique. Et donc, comme ce sera des cycles, ce sera vraiment propre à chaque professionnel en fonction de quand démarre bah, quand il s'inscrit à l'ordre, ça fait démarrer son premier cycle et puis le renouvellement de 6 ans en 6 ans se fera par la suite. Donc, on pourra tous avoir des cycles qui se terminent à des moments différents et donc des validations par l'ordre qui sont pas en même temps pour tous. Je vous propose un troisième petit sondage. Avec cette affirmation, la certification, c'est comme le DPC, personne ne vérifie vraiment si je le fais ou pas. Alors, est-ce que selon vous, il y a une vérification? Déjà, est-ce que là, le DPC, parce que c'est vrai que le DPC, on dit qu'il y a une obligation triennale, mais par qui et comment c'est vérifié? Et est-ce que la certification périodique, c'est pareil? Ce ne sera pas vraiment vérifié ou on ne sait pas trop par qui? Ben, vous êtes plus de 80% à penser que c'est faux et donc que ce ne sera pas comme le DPC actuel. Et c'est effectivement le cas puisque ce sont les ordres, c'est pour ça que ce sont les professions à ordre, c'est que ce sont les ordres professionnels qui ont la mission légale de contrôler la certification. Et donc évidemment, il est dit que les ordres seront sur un accompagnement, mais que s'il y a besoin, si la certification n'est pas validée au bout du cycle, de 6 ans, par exemple, et bien là, il y aura des sanctions disciplinaires qui pourront s'appliquer, incluant la suspension d'exercice si jamais c'était non respecté de façon répétée.
Donc il y a bien une validation, c'est aussi l'objectif de de cette certification périodique, c'est à la fois d'accompagner les professionnels dans la qualité des soins et dans l'amélioration de leurs pratiques, mais du coup c'est aussi que ce soit contrôlé derrière, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle avec le DPC. Et donc c'est pour ça que cette validation, elle aura lieu par les ordres, mais les ordres pour le moment disent que tant qu'il n'y a pas le téléservice associé, ils ne peuvent pas vraiment vérifier, c'est quand même compliqué pour eux. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait donc un téléservice mis en place par l'Agence du numérique en santé. Donc, téléservice, ça veut dire en fait une plateforme en ligne qui centralisera tout ce qui est fait en lien avec la certification périodique pour chaque professionnel de santé. Et donc, l'Agence du numérique en santé doit mettre en place cette plateforme qui s'appellera Ma Certif Pro Santé. Elle n'est pas encore mise en place, donc je vous invite à faire attention parce que il y a déjà des sites internet qui se sont mis à ce nom-là, mais voilà, qui ne sont pas les sites officiels. Euh, le site officiel sera Massertif Pro Santé. Il devrait être mis en place fin 2026, début 2027. C'est ce qui est annoncé pour le moment. Et il y aura une validation, enfin, vous aurez un accès via vos RPPS. Donc pour le moment, les instructions qu'on a des ordres, c'est de faire attention à ce que l'adresse mail et le numéro de téléphone qui sont référencés en lien avec le RPPS soient bien les bons pour que vous puissiez avoir accès à ce téléservice. Alors, la petite, l'affirmation suivante, c'est en faisant 1 à 2 formations par an, je remplis mes obligations. Si vous êtes là ce soir, en général, c'est que quand même vous êtes intéressé par le sujet de la certification périodique et donc que vous portez une attention à la formation continue. Donc j'imagine que effectivement, parmi vous tous ce soir, bah, il y a des personnes qui voilà, se forment régulièrement et ben, comment savoir si ces formations-là sont suffisantes pour la certification périodique ou pas? C'est un petit peu cette question on est à égalité vrai-faux. Donc pour le coup, voilà, il y a une vingtaine de pourcents qui ne sait pas et puis à peu près 40% pour vrai et pour faux. Euh, je suis d'accord avec vous, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que si on fait 1 à 2 formations par an sur 6 ans, enfin, si on fait 2 formations par an sur 6 ans, on est à 12 formations. Ça peut pouvoir remplir la certification périodique, mais pas forcément. Parce que, en fait, la certification périodique, il faut que ce soit 8 actions, donc qui peuvent être des actions de formation continue, mais pas que et qui sont répartis sur 4 blocs. Donc, il y a des thématiques à faire attention. Et en fait, c'est pour ça, on va pas, si on se forme, on peut faire 2 formations par an, mais dans des thématiques qui sont toujours les mêmes ou sur des blocs, en fait, finalement, qui sont toujours les mêmes. Et dans ce cas-là, bah, on n'aura pas plus validé la certification périodique. Donc, c'est là où il y a aussi une réflexion à avoir. Et c'est l'objet aussi de ce webinaire ce soir, c'est finalement prendre un moment où on prend le temps de réfléchir et de faire une espèce de stratégie de comment on veut mener à bien sa certification périodique et donc quelle stratégie on fait, qu'est-ce qui nous intéresse pour remplir la certification périodique. Parce qu'on ne peut pas juste laisser couler le temps et se dire oh, bah, c'est bon, je l'aurai rempli en faisant 1 à 2 formations par an, ça ne marche pas forcément. Alors, je vous propose un autre sondage qui est, est-ce que selon vous, prendre soin de ma santé personnelle, c'est aussi de la certification? Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler, parce que je pense que effectivement, c'est peut-être une des choses de la certification où on en a un peu entendu parler depuis quelques années qu'on entend parler de la certification périodique. Et donc, il y a quelques personnes qui ont répondu faux ou je ne sais pas, mais effectivement, la grande majorité a répondu vrai. Et effectivement, c'est bien vrai puisque c'est l'un des axes, le bloc 4, l'un des blocs. Le bloc 4, c'est effectivement prendre soin de sa santé personnelle en tant que professionnel de santé. Et donc, il y a vraiment des actions de l'ordre de avoir un médecin traitant déclaré, justifier une activité physique régulière, faire une auto-évaluation de son état de santé via des questionnaires un peu normés. Ça fait aussi partie de la certification périodique.
puisqu'on disait l'objectif au final, c'est de bien prendre soin des patients, mais aussi de prendre soin d'eux sur le long terme. Et donc, pour qu'on puisse continuer à faire ça sur le long terme, il faut aussi qu'on prenne suffisamment bien soin de nous. Donc, je voulais évoquer, il y a 4 blocs dans la certification périodique, donc je vous les présente maintenant. Dans ces 4 blocs, en fait, le premier bloc, c'est vraiment actualiser ses connaissances et ses compétences. Donc là, on va le revoir après, mais on retrouve en fait tout ce qui est de l'ordre de la formation, entre autres, qui est bah, voilà, de développer ses connaissances, ses compétences, et donc ce qu'on retrouve habituellement en formation. Ensuite, il y a le bloc 2 qui, lui, est un bloc pour renforcer la qualité de ses pratiques professionnelles. Et là, c'est plus vraiment avoir une réflexion sur sa pratique professionnelle, faire une évaluation de ses pratiques. Et là-dedans, on va retrouver, par exemple, tout ce qui est audit clinique, revue de morbimortalité. Enfin, c'est toutes les choses qui vont nous permettre de prendre un peu du recul pour évaluer si concrètement sur le terrain, sur ce qu'on fait au quotidien, bah, est-ce que effectivement, c'est adapté aux recommandations. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Et ça valide le bloc 2. Ensuite, il y a le bloc 3 qui est améliorer la relation avec les patients. Donc ça, c'est vraiment tout le champ de la relation soignant-soigné et qui est dans le but bah, d'améliorer ses compétences relationnelles, communicationnelles pour mieux accompagner les patients. Et enfin, je vous le disais, bah, ce fameux bloc 4 qui est mieux prendre en compte sa santé personnelle, qui fait donc partie de la certification périodique. C'est maintenant le dernier petit sondage, donc avec la dernière petite affirmation. Toutes les formations faites comptent pour la certification. Selon vous, est-ce qu'à partir du moment où on fait une formation, bah, on va pouvoir la mettre dans un des blocs? Vous répondez faux en grande majorité. Et c'est effectivement faux, puisque les actions d'un même bloc ne peuvent pas être identiques à la fois. Donc, vous ne pouvez pas forcément. Imaginons que vous faites 2 formations sur le même sujet, et bah, du coup, ça ne pourra pas vous valider un bloc si c'est deux formations identiques. Et puis, l'autre chose, c'est que les formations, elles doivent être aussi réalisées par un organisme DPC, FAFPM ou FIFPL. Calliope, ou bien elles doivent être labellisées par le CNP qui est le Conseil national professionnel, donc propre à chaque profession ou à chaque spécialité chez les médecins. Donc, effectivement, il faut quand même s'assurer que les formations qu'on fait, elles puissent rentrer dans la certification périodique. On va le revoir pour les formations DPC. Elles sont de fait, en général, elles sont de fait validées pour la certification périodique, mais ce n'est pas le cas pour les d'autres formations qui ne seraient pas validées par le DPC. Alors, je ne sais pas s'il y a des petites questions. Je vais peut-être faire une petite pause. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Et comme ça, j'y répondrai. Alors, je pense que voilà, je prendrai plutôt le temps d'y répondre en fin de séquence. Mais voilà, on peut avoir des petits temps d'échange aussi si jamais il y avait des interrogations. Donc, pour vous représenter de façon un peu plus synthétique ce que c'est la certification périodique, c'est donc 4 blocs avec l'objectif de remplir 2 actions par bloc sur 6 ans. Bon. Donc, dans le bloc 1, je vous disais, le bloc 1, c'est le côté améliorer ses connaissances et ses compétences. Donc, rentre dans ce bloc 1 tout ce qui va être de l'ordre de la formation continue, des DU, des colloques, du tutorat, de la maîtrise de stage, des revues bibliographiques, des journal club, des tests de lecture de revues médicales. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui va faire augmenter nos connaissances, nos compétences. Dans le bloc 2, qui est enfin, l'amélioration des pratiques professionnelles, ben, on va retrouver tout ce qui va être plutôt des formations en analyse de pratiques, en gestion des risques. C'est ce que vous retrouvez assez souvent sous la forme de programmes intégrés avec une partie d'audit clinique où on vous demande de remplir des dossiers patients, enfin à partir de vos dossiers patients, de remplir des petites grilles de critères d'audit clinique. Ben voilà, c'est ce qui est demandé par ce bloc 2.
Mais ça peut être aussi le fait de participer à des RCP, le fait de participer à des registres, à des bases de données, de participer à des groupes d'analyse de pratique, ou bien de faire des publications. Ensuite, dans le bloc 3, je vous le disais, on retrouve tout ce qui est relation médecin-patient et communication. Donc, toutes les formations dans le champ de la relation, de la communication vont entrer. Et puis après, il y a aussi des actions avec les associations de patients, tout ce qui est dispositif d'annonce, des groupes d'analyse de pratique qui seraient centrés sur la relation, comme les groupes Balint par exemple, qui peuvent rentrer dans ce bloc 3. Et enfin, dans le bloc 4, il y a le côté formation sur la gestion des risques professionnels. Donc le bloc 4, pour rappel, c'est donc prendre soin de sa santé en tant que professionnel de santé. Donc voilà, il y a ce côté gestion des risques professionnels, prévention en santé, mais ça va même sur des dimensions beaucoup plus globales qui sont le côté psychologique, le côté social, le côté financier avec la gestion financière du cabinet. Mais on retrouve des choses comme avoir un médecin traitant consulté, faire une auto-évaluation en santé ou participer à des groupes d'analyse de pratique qui contribuent au fait de se sentir mieux soutenu et pas isolé. Donc ça, c'est globalement le gros schéma. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la difficulté, c'est que bah, chaque profession et chaque spécialité chez les médecins a fait son référentiel propre. Et donc, bah, selon les professions, il y a des petites nuances qu'on trouve de ci, de là. Donc, je vais vous partager quelques petites nuances pour les professionnels qu'on rencontre le plus souvent. Donc, par exemple, une des particularités pour les médecins généralistes, c'est le fait que 18 pratiques de soins alternatives sont exclues. Dans ces pratiques de soins alternatives, il va y avoir par exemple tout ce qui est acupuncture, aromathérapie, auriculothérapie, fleurs de bac, homéopathie, magnétisme, etc. Tout ce qui est thérapie par les arts ou l'animal. Tout ce qui est pratique de manipulation ou physique. Tout ce qui est médecine à visée esthétique ou tout ce qui est pratique fondée sur des théories biologiques non validées ou bien des régimes spécifiques. Donc en gros, tout ce champ-là ne rentre pas dans la certification périodique, puisque l'objectif, c'est quand même aussi de rester dans des pratiques qui correspondent à sa spécialité et ou à sa profession et qui soient alignées avec les recommandations de bonne pratique. Une petite subtilité, par exemple, pour les pédiatres, c'est que dans le référentiel des pédiatres, il a été noté qu'il faut 2 actions de formation DPC pour compter comme une action dans un bloc. Donc, je vous disais, il y a les 4 blocs. Pour chaque bloc, il faut remplir 2 actions. Et bien là, pour les pédiatres, s'il y a des pédiatres ce soir parmi nous, ils considèrent qu'il faut faire du coup 2 formations DPC et que ces 2 actions DPC, elles ne comprennent, enfin, elles ne remplissent que une action. Ce qui voudrait dire, par exemple, en soi, qu'il faudrait 4 formations DPC pour valider les 2 actions d'un bloc, par exemple. Il y a peut-être aussi des chirurgiens dentistes ce soir. Donc, la petite particularité pour les chirurgiens dentistes, et qui sont les seuls à avoir cette particularité, c'est qu'il y a des durées minimales. Et donc, il est dit que pour les formations pour les chirurgiens dentistes, pour qu'elles soient validées dans la certification périodique, il faut qu'elles aient une durée minimale de 6 heures. Et pour les travaux pratiques, il faut qu'ils aient une durée minimale de 3 heures. Évidemment, il y a des listes de thématiques spécifiques à l'odontologie pour les blocs connaissances et compétences ou pour les blocs évaluation des pratiques professionnelles. C'est vrai que le bloc 3 et le bloc 4 peuvent un petit peu plus se relier selon les professions. Enfin, il peut y avoir des thématiques un peu plus communes. Mais après, chaque profession ou chaque spécialité a ses propres thématiques qui lui correspondent. Et puis, je vous ai fait quelques petits exemples pour vous montrer sur d'autres professions ce que ça peut donner aussi ou d'autres spécialités. Donc là, si on prend l'exemple de Dr Speck, qui est gynécologue, bah, en fait, si par exemple, il veut remplir sa certification périodique, bah, dans le bloc 1, il y aurait par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'accréditation HAS Générisque, et puis il pourrait faire une formation à l'IA en santé. Pour remplir son bloc 2, il pourrait participer à ces RCP, au RCP. Il faut qu'il y participe au moins 4 fois par an. Et puis, il peut être maître de stage universitaire. Pour le bloc 3, qui est de la relation médecin-patient, il peut se former à la langue des signes et il peut participer à un programme d'ETP ou bien à un dispositif d'annonce.
Et enfin, pour le bloc 4, il peut remplir un auto-questionnaire de santé et il peut aussi se former sur la gestion de l'erreur médicale. Donc ça, ce sont juste des exemples, mais pour bien comprendre, voilà, dans chaque bloc, il faudra avoir rempli au moins deux actions, qui peuvent être des actions très variées et différentes, et propres à chaque personne. Donc c'est là où je vous disais, il y a un petit peu de stratégie à faire, à la fois parce que des fois, certaines formations, elles peuvent rentrer dans plusieurs blocs. Donc ce sera probablement au professionnel de choisir dans quel bloc il fait rentrer sa formation. Euh, et puis parce que selon vos particularités d'exercice ou selon ce que vous aimez faire, il y aura peut-être des choses que vous faites déjà et qui pourront être déjà validantes pour vous. Un autre petit exemple, c'est avec celui du docteur Zen qui est psychiatre. Donc lui, pour remplir son bloc 1, il pourrait être soit participant, soit formateur sur une formation DPC. Il pourrait publier dans une revue référencée avec un comité de lecture indépendant. S'il veut remplir son bloc 2, il peut faire des groupes de pairs ou de la supervision. Il peut faire un programme intégré sur les troubles bipolaires. Pour le bloc 3, il peut se former à l'hypnose médicale. Il peut aussi faire des actions de sensibilisation avec une association de patients. Et pour le bloc 4, il peut se former sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis, il peut avoir une activité culturelle régulière. Ça, c'est la petite anecdote. Donc, comme je vous disais, sur vraiment chaque référentiel de spécialité est différent. Et donc, par exemple, pour les psychiatres, on trouve ça. On trouve le fait d'avoir une activité culturelle régulière compte comme une action du bloc 4. Si on prend enfin l'exemple de Madame Bienvenue, qui est sage-femme, elle, pour remplir son bloc 1, elle pourrait faire des tests de concordance de script sur la contraception. Elle pourrait participer à un jury de mémoire de sage-femme. Pour remplir son bloc 2, elle pourrait valider son AFGSU, donc sa formation aux gestes de premier secours. Elle pourrait faire des démarches de soins éco-responsables, donc soit se former, soit mettre en place dans son cabinet ou dans son service des démarches de soins éco-responsables. Pour le bloc 3, elle peut faire des actions pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, mais elle peut aussi se former sur les violences faites aux femmes. Et sur le bloc 4, elle peut se former à la santé environnementale et elle peut avoir un médecin traitant qu'elle a consulté. Il ne suffit pas de l'avoir déclaré, il faut aussi l'avoir vu. Il y a certains référentiels où du coup ils mettent même un nombre, c'est-à-dire c'est avoir vu son médecin traitant au moins une fois dans les 6 ans. Je crois que c'est pour les gynécologues où ils précisent ça. Et qu'il soit une autre personne que soi-même, évidemment. Donc voilà, ça c'était des petits exemples pour vous montrer en pratique à quoi ça peut correspondre un schéma de certification périodique. Et donc, comme on l'a vu, la difficulté, c'est que c'est très individuel et donc c'est propre à chacun. Et donc, comment faire le point pour vous? C'est ce qu'on vous propose avec Médéré et avec un simulateur qui a été créé spécialement pour vous, qui vous permet de faire le point sur votre certification à l'aide de quelques questions simples pour obtenir votre diagnostic et votre plan d'action. En gros, commencez à réfléchir, à faire le point sur là où vous en êtes et à vous proposer des choses que vous pourriez faire euh, pour valider la certification périodique. Donc, vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner là, et puis sinon, on va mettre dans le chat le petit lien pour que vous puissiez aussi directement cliquer dessus. Donc, je vous propose d'aller d'aller sur le simulateur. Vous allez pouvoir voir directement en ligne à quoi ça correspond. Donc, vous avez quelques petites questions et qui vous permettent du coup de faire le point sur là où vous en êtes. Alors, je vois qu'on a une question qui vient d'arriver. Donc, effectivement, n'hésitez pas à mettre des petites questions. Hop, je vais vous mettre. Je vous ai mis, pour ceux qui le souhaiteraient, je vous ai mis dans le chat le lien vers le simulateur de certification périodique. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour ceux qui nous regarderaient en replay, par exemple. Ça marche aussi. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site de certification pour faire le point pour vous. Et puis, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre puisque je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, la première question qu'on a, c'est concrètement, comment seront évaluées la relation au patient et la santé personnelle du professionnel? Et concrètement, comme je vous disais, en fait, il y a toute une liste dans le référentiel
il y a toutes des listes d'actions qui peuvent être mises en place et qui vont dans le sens d'améliorer sa relation avec les patients. Donc, ça peut être soit de la formation, soit, comme on le voyait là dans les exemples qui étaient donnés, le fait de participer à des actions avec des associations de patients, le fait de faire des formations sur la thématique communicationnelle, relationnelle, sur la gestion de l'agressivité. Tout ça, c'est des évaluations qui comptent. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a personne qui viendra concrètement vous évaluer, mais en tout cas, c'est aussi vous montrer ce que vous faites pour améliorer votre relation avec les patients. Et c'est pareil pour la santé personnelle et professionnelle, hein. Beaucoup d'éléments dans ce bloc-là sont du déclaratif. Personne viendra vérifier que vous avez bien votre médecin traitant et que vous l'avez bien vu. Personne ne viendra vérifier. Il y a par exemple, pour la santé personnelle ou professionnelle, le fait d'avoir une activité physique régulière ou d'être inscrit dans un sport. Bon, bah, je pense que personne viendra vérifier que vous faites bien un sport. Mais donc, il y aura des éléments qui seront de l'ordre du déclaratif. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de vous faire porter attention à votre propre santé. Donc, je pense que c'est quand même une avancée aussi importante, euh, que ce soit pris en compte et que ce soit réfléchi, discuté. Oui, ça me vient là, mais effectivement, une des thématiques qui peut rentrer dans ce côté relation patient et santé professionnelle, santé personnelle du professionnel, c'est le côté bah, gestion de l'erreur médicale. On sera tous, on fait tous des erreurs, on sera tous confrontés à cette question de l'erreur, et ben comment on le gère et qu'est-ce qu'on en fait, et pouvoir un peu mettre en parler et voilà, mettre du sens derrière tout ça, ça permet d'améliorer nos pratiques. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver qui est: bonsoir, vous avez dû le préciser, mais pour ceux qui sont déjà inscrits depuis plusieurs années à l'obligation triennale, la certification périodique de 6 ans débute quand? Donc oui, je l'ai dit, mais peut-être vous êtes arrivé en cours de route, mais c'est pas grave. Donc en fait, la certification périodique, elle a débuté soit à partir du 1er janvier 2023, si vous étiez déjà inscrite à l'ordre avant janvier 2023, et dans ces cas-là, c'est pour un premier cycle de 9 ans, puis des cycles de 6 ans. Soit si vous êtes inscrit à l'ordre depuis le 1er janvier 2023, elle a démarré au moment où vous êtes inscrit à l'ordre et pour 6 ans. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est actuellement sur une période où il y a à la fois du DPC, cette fameuse obligation triennale, et sur cette certification périodique qui est obligatoire aussi. En fait, en pratique, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il n'y aura plus l'obligation triennale, mais uniquement la certification périodique. Par contre, le DPC qui régissait cette obligation triennale restera probablement dans la certification périodique. Enfin, il est inclus, le DPC est inclus dans la certification périodique. Je sais pas, j'espère que ça répond à votre question. Mais, euh, mais voilà, donc si vous étiez, enfin, probablement que si vous êtes là ce soir, c'est que votre certification, elle a déjà commencé. Et après, tout dépend de quand vous êtes inscrit à l'ordre. Parce que c'est ça qui fait démarrer. Pour les personnes qui ne sont pas conventionnées, effectivement, il n'y a pas de DPC à l'heure actuelle, mais du coup, il y a effectivement la certification périodique. Et donc, on peut passer par le FAF ou alors, du coup, par de la prise en frais professionnels dans ces cas-là. Et ça vaut. C'est vrai que le DPC, ce n'est pas les personnes qui ne sont pas conventionnées, ça ne concerne pas non plus les personnes qui sont remplaçantes, qui pourtant rentrent dans le cadre de la certification périodique. Donc, je vous propose de vous montrer un petit peu si vous avez pu. Donc, certains d'entre vous sont peut-être allés sur le site du simulateur. Et donc, dans ces cas-là, vous avez peut-être rempli quelques questions. Du coup, une fois que vous avez rempli ces quelques questions, on vous propose un diagnostic et donc vous allez recevoir un petit document qui permet de synthétiser un petit peu où est-ce que vous en êtes de la certification périodique. Donc là, je vous montre pour moi, je l'avais fait pour moi et donc bah, du coup, voilà, j'ai reçu mon diagnostic de certification périodique où on reçoit une petite synthèse de là où on en est dans nos actions, quelles sont les actions qui nous restent à faire, quels sont les blocs vers lesquels on doit peut-être un peu plus se pencher.
Et puis, ben, on vous propose, du coup, on vous rappelle les éléments clés du référentiel propres à chaque profession ou à chaque spécialité. Et puis, on vous propose bah, les formations qui pourraient revenir remplir les blocs. Donc après, il y a plein de thématiques qui sont disponibles, mais voilà, on vous fait une proposition de certaines formations qui pourraient rentrer, et puis pour vous montrer aussi dans quel bloc peuvent rentrer quelles actions. En fait, pour moi, je vous ai remis cette petite synthèse parce que je trouve que la certification périodique, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais ça reste encore flou pour beaucoup. Mais l'idée, je pense que c'est vraiment ce double enjeu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu sociétal du fait d'aller améliorer nos pratiques, d'aller améliorer les soins, et évidemment, derrière, d'aller améliorer la santé des populations qu'on prend en charge. Mais il y a aussi un enjeu personnel, à la fois d'avoir un intérêt à notre profession et de continuer à se former pour continuer à être toujours les soignants qu'on a envie d'être et les meilleurs possibles. Et puis, il y a aussi le fait de valoriser les actions qu'on fait déjà, parce que vous l'avez vu, il y a peut-être des choses qui sont déjà faites ou qu'on faisait déjà. Et donc, c'est aussi l'objectif de cette certification périodique, c'est de mettre en avant tout ce qu'on fait pour améliorer nos pratiques et prendre en soin nos patients du mieux possible. Alors, il y a des nouvelles petites questions qui sont arrivées. Pour les RCP, doit-on être en présentiel, en ligne ou sur dossier? De tout ce que j'ai lu, j'ai pas vu de précision aussi importante, à mon sens, du moment qu'on participe à une RCP, donc qu'elle soit en présentiel, en ligne ou sur dossier. Je sais pas si ça se fait, mais du moment que c'est des RCP et qui permettent l'échange, et ben c'est rempli. Le critère le plus souvent pour les RCP, c'est plus sur le nombre de RCP par année. Donc, pour valider une action, on doit faire un certain nombre de RCP sur une année. On a la question sur les participations à des congrès. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre alors que je reviens d'un super congrès, puisque la semaine dernière, il y avait le congrès de la WONCA, qui est le grand congrès européen de la médecine générale, qui était à Paris. Donc, oui, ouais, effectivement, les congrès, ça compte aussi dans la certification. Ça fait partie du bloc 1 dans l'amélioration de nos connaissances et compétences. Donc, c'est surtout sur le côté connaissances, mais tout à fait, ça rentre dans la certification. Et alors après, bah pareil, dans les congrès, il y a des congrès qui sont de fait labellisés par les CNP, donc les conseils nationaux professionnels. Et puis, donc, certains CNP ont fait des listes de congrès auxquels elles valident d'emblée. Et il y a toujours la possibilité de choisir du hors-liste. Mais donc, dans ce cas-là, si c'est hors-liste, ça veut dire qu'il faudra le faire valider par le Conseil national de la profession. Et donc ça, on n'a pas encore tous les référentiels qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui sera demandé par les CNP pour être validant quand c'est du hors-liste. Serais-je évaluée sachant que je prendrai ma retraite au plus tard fin 2027? Eh bien, fin 2027, a priori, vous ne serez pas évalué, mais parce que vous ne serez pas encore à la fin de votre certification périodique. Donc, a priori, vous ne serez pas évalué. Voilà. Mais je dirais que en fait, se former tout au long de la carrière, c'est quand même une chose importante. RCP, les RCP, c'est les réunions collégiales pluriprofessionnelles, si je ne me trompe pas. Oui, c'est les RCP, donc c'est les réunions où on discute autour d'un dossier avec plusieurs professionnels. Où trouver les référentiels correspondant à sa spécialité? Bah ça, alors effectivement, il y a donc, je vous disais, le référentiel de plus de 1400 pages. Donc, soit via vos CNP, donc par exemple, le CNP de la médecine générale, c'est le collège de la médecine générale. Après, donc chaque profession, donc il y a le CNP de sage-femme, le CNP de pharmacie, de chirurgie dentaire, etc. Et après, pour les spécialités, c'est la Fédération des spécialités médicales qui a réuni chaque spécialité. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne, hein, on le retrouve. Il y a le texte officiel qui est paru au journal officiel en février, qui donne le lien vers ce référentiel. Et sinon, on le retrouve je crois qu'il y a l'ordre des médecins, on peut le retrouver aussi. Et nous, on vous a fait une petite fiche synthèse où vous pouvez aussi, sur cette fiche synthèse, il y a le lien
où vous pouvez aller directement sur le référentiel. Effectivement, après, si vous voulez aller dans la nuance de dire, bah, moi, j'ai fait telle formation ou j'ai fait telle action, est-ce que ça peut rentrer par rentrer? Et comme je disais, des fois, il y a des actions qui, des fois, peuvent rentrer dans plusieurs blocs, ou il y a des actions qui, des fois, pour certaines spécialités, sont mises dans un bloc et des fois sont mises dans un autre bloc pour une autre spécialité. Donc voilà, il y a des petites nuances. C'est pas très bien uniformisé pour le moment, peut-être aussi parce que c'est le début, mais il y a des petites nuances entre professions ou entre spécialités. Oui, merci pour RCP, réunion de concertation professionnelle. Ça sera beaucoup mieux. Avec Médéré, on fait une offre. Si vous allez sur le site de Médéré, vous aurez cette petite fenêtre pop-up pour une offre d'été. Et donc, si vous vous inscrivez à une formation en Zoom ou en présentiel, vous avez un e-learning qui est offert. Euh, voilà, si vous voulez participer à cette offre, c'est jusqu'au 1er septembre 2026. C'est vrai que là, je trouve que c'est la bonne période pour réfléchir justement à la formation parce que quand même, c'est une période qui est un petit peu plus calme. Alors, on part aussi un peu tous en vacances, mais dans les cabinets, en tout cas de médecine générale, c'est en général 14 juillet, 15 août, c'est quand même un peu plus calme. Et donc, ça permet de rendre aussi un petit peu de temps pour réfléchir ou pour participer à une formation qui nous intéresserait ou qu'on aurait envie de mettre en place. Ou bien même pour programmer son agenda sur le dernier trimestre 2026. Donc, c'est peut-être le bon moment pour y réfléchir. Ah, on a une autre définition de RCP, mais il faudra aller vérifier. Bah, je vous remercie pour votre participation. Je reste disponible encore s'il y a des questions sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas. Alors, non, la période, du coup, si, c'est la petite subtilité, c'est que du coup, la période de certification pour les personnes qui étaient déjà inscrites à l'ordre avant le 1er janvier 2023, elle a commencé au 1er janvier 2023 et elle dure pour 9 ans. Donc ça veut dire qu'elle ira effectivement jusqu'en 2032. Donc c'est 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2032 si vous étiez déjà inscrit à l'ordre avant 2023. En revanche, si vous vous êtes inscrit à l'ordre, si vous avez terminé votre formation et vous êtes inscrit à votre ordre depuis le 1er janvier 2023, et ben là, en fonction de votre année d'inscription, elle commencera pour 6 ans. Donc ça dépend. Donc si c'était 2023, et ben du coup, ça veut dire que votre premier cycle de certification périodique, il va jusqu'en 2029. Super, si j'ai répondu à votre question. Et je voulais, on a fini largement dans les temps, mais je voulais quand même vous souhaiter un bon match. Donc voilà, c'était l'occasion parfaite de suivre ce petit webinaire et de se mettre en forme avant d'aller suivre le match. Donc voilà, moi j'ai tout mon temps, donc s'il y a encore des questions, il n'y a pas de problème. Et sinon, je vous laisse y aller et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Noémie. Je leur laisse encore quelques instants s'il y a des questions à poser.